Voilà, donc on va reprendre. Donc on passe un style séminaire. Alors, pourquoi ce séminaire? Parce que je pensais qu'à ce point, ça vaut la peine de prendre une pause, arrêter de parler de météorites pendant un moment et parler des disques, de la formation des disques et de leur évolution qui est associée à la formation des étoiles. Parce que, bon, déjà, on vient de le voir, le CAI nous donne des dates de naissance, des températures, des taux de refroidissement, il nous montre qu'ils sont nés d'un côté, mais ils sont finis ailleurs. Et donc, il est intéressant de voir ce qu'on comprend de l'évolution, de la formation et de l'évolution du disque. Est-ce que ce qu'on comprend est plus ou moins compatible avec ces informations que les météorites nous donnent? Et vous reverrez, on verra aussi dans les cours 6, quand on parlera de la dichotomie isotopique du système solaire, qu'on fera appel à la formation du disque, à la création de la matière par les disques et comment cette matière est redistribuée. Donc, ça vaut la peine, je pense, de faire une pause pour comprendre pour voir ce qu'on comprend à l'heure actuelle de la formation des étoiles et des disques. Et sur cette thématique, il y a eu une grande évolution dans les dernières années, disons, grâce au fait qu'on comprend mieux la physique, mais grâce au fait aussi que les ordinateurs sont de plus en plus puissants. Et Adnan Ahmad a été un peu protagoniste de cette révolution technologique. Donc lui est d'origine mozambicaine, ce qui est déjà assez extraordinaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chercheurs mozambicains dans la communauté. Il a fait sa thèse au CEA, donc sous la direction de Patrick Campbell, donc en étudiant la formation stellaire des disques. Et il a soutenu sa thèse en 2024, donc, et depuis, il est à l'École normale supérieure de Lyon, où il travaille avec Benoît Commerson, toujours sur différents aspects des formations stellaires et des formations des disques. Donc Adnan est, vous verrez, une personne extrêmement étonnante, extrêmement brillante. Ces simulations sont vraiment l'état de l'art, ce qu'on connaît sur la formation des étoiles et des disques. Et donc je tiens que vous les présente. Donc j'espère pouvoir l'attirer au Collège de France à partir de l'automne de 2026. On verra, c'est probable. Et donc, voilà, je lui cède la parole et pour une description de ce qui se passe quand les étoiles se forment. Bon, merci beaucoup, professeur, pour cette introduction très très flatteur. Donc aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est de placer le cours précédent du professeur dans un contexte un peu plus large, donc celui de la formation stellaire. Donc, comme il l'a évoqué, on a ces inclusions réfractaires, donc ces CAI, ces AOA et tous ces condensats de haute température, qui sont les tout premiers solides de notre système solaire, qui se sont formés tout près du Soleil et qui pourtant, aujourd'hui, on retrouve dans les régions externes du système solaire, dans les condres carbonés, c'est-à-dire au-delà de l'orbite de Jupiter. Donc, pour expliquer pourquoi, il faut que l'on remonte à la genèse même du système solaire, donc au moment de la naissance du Soleil et du disque protoplanétaire. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est vous donner un aperçu assez global et assez qualitatif de la théorie de formation stellaire, en vous expliquant où et comment se forment les étoiles, et surtout comment un disque se met en place autour d'une étoile jeune. Et ensuite, je vous montrerai comment ces processus ils peuvent nous apporter des éléments de réponse pour interpréter donc, ce que l'on appelle le record cosmochimique, donc la présence de CAI dans les régions externes du système solaire. Donc pour commencer, la théorie de formation stellaire, elle part d'un constat, le même constat qui, historiquement, a donné naissance à la planétologie. Et ce constat, c'est le suivant. Lorsque l'on observe le système solaire, on a un objet central massif à l'équilibre hydrostatique. Donc à l'intérieur du Soleil, on a des réactions de fusion nucléaire qui libèrent d'énormes quantités d'énergie. Cette énergie, elle chauffe le Soleil et lui fournit le support thermique nécessaire pour s'opposer à la gravité. Et les planètes, elles, en revanche, sont à l'équilibre centrifuge contre la gravité du Soleil. C'est leur rotation autour du Soleil qui leur permet de ne pas y tomber. Et surtout, ces planètes semblent toutes orbiter autour du Soleil sur un même plan. Donc pour expliquer cette configuration, eh bien, il y a 2 siècles, Pierre-Simon de Laplace émet l'hypothèse de la nébuleuse. Il postule que le système solaire s'est formé à travers l'effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz et de poussière dans le milieu interstellaire, qui, par la conservation de son moment cinétique, va donner naissance à un disque circumstellaire autour d'une protoétoile jeune.
Laplace y postule ensuite que c'est ce même disque qui va donner naissance aux planètes, qui se formeront à l'intérieur et qui creuseront des trous en accumulant de la matière de leurs environs. Donc, pour mettre cette hypothèse à l'épreuve, il faut que l'on pointe nos télescopes vers des régions de formation stellaire dans notre galaxie. Et les nébuleuses, on en connaît beaucoup. Voici la nébuleuse de l'Aigle telle qu'elle a été observée par l'observatoire de la Silla, au Chili. Donc, c'est un observatoire qui est situé à 2400 mètres d'altitude pour diminuer les effets de l'atmosphère terrestre lorsqu'on observe, parce qu'il observe dans le domaine du visible. Et ce que vous voyez ici, c'est un amas d'étoiles au centre de l'image, des étoiles plutôt massifs, qui sont entourées par des filaments de gaz dense. Donc pour expliquer pourquoi, je vais rapidement vous montrer une simulation numérique de la formation d'un amas d'étoiles. On a ici un nuage moléculaire qui va s'effondrer sur lui-même pour donner naissance à une première génération d'étoiles. Ces étoiles vont ensuite, par leur rayonnement ultraviolet, chauffer le gaz qui les entoure et le disperser. Et bien sûr, le gaz plus dense prend plus de temps pour être dispersé. Donc revenons à notre nébuleuse de l'Aigle. On peut s'imaginer ce qui s'est produit ici il y a quelques millions d'années. Un nuage moléculaire s'est effondré, a donné naissance à cette première génération d'étoiles que l'on voit ici au centre. Ces étoiles ont par la suite chauffé leur environnement par leur rayonnement et ont dispersé le gaz diffus. Et ce qui reste, c'est ces filaments de gaz dense. Donc je vais zoomer sur un de ces filaments en particulier. Certains parmi vous reconnaîtront cette structure. Sinon, je vais passer à l'image du télescope spatial Hubble, qui observe encore une fois dans le domaine du visible. C'est les fameuses piliers de la création. Et s'ils s'appellent comme ça, ce n'est pas par hasard, c'est parce que des étoiles se forment à l'intérieur. Sauf qu'on a du mal à les voir, ces étoiles, parce que la poussière, qui représente à peu près 1% du contenu en masse du nuage, absorbe le rayonnement que ces étoiles émettent dans le visible. Et ce que l'on peut faire pour alléger ça, c'est passer à des longueurs d'onde plus longues, qui sont moins absorbées par la poussière. Et donc on va passer à l'image du télescope spatial James Webb. Et ici, vous pouvez voir vraiment la révolution que nous a apporté ce télescope. Il a littéralement levé le voile sur la formation stellaire. Le nuage est beaucoup plus transparent, on voit beaucoup plus de protoétoiles qui se forment à l'intérieur. Mais maintenant, si l'on veut observer une source individuelle, protostellaire, la nébuleuse de l'Aigle est beaucoup trop loin, on n'a pas suffisamment de résolution angulaire, et donc on va changer de région de formation stellaire. On va passer au Taure, donc dans la constellation du Taureau. Et dans cette magnifique image, encore une fois, on a au centre une bande noire, ici. Et ça, en fait, c'est un disque circumstellaire. C'est la poussière à l'intérieur du disque qui est en train d'absorber le rayonnement qui est émis par la protoétoile au centre, et donc qui nous cache ce qui se passe. Et au niveau des pôles, ce que l'on voit, c'est des éjectats de matière. Ici, c'est vraiment le champ magnétique à l'échelle de la protoétoile elle-même qui est en train d'accélérer le gaz à des vitesses supersoniques et qui le rééjecte dans le milieu interstellaire. Alors, juste pour l'anecdote, voici l'image de cette même source par le prédécesseur du James Webb, donc le télescope spatial Spitzer. Donc, vous pouvez vraiment voir la prouesse technique qu'a été ce télescope et comment il nous permet maintenant d'observer des régions de formation stellaire vraiment avec des tailles qui sont sans précédent. Maintenant, si l'on passe à des longueurs d'onde qui sont encore plus longues, donc dans le domaine du radio, ici vous avez des images de protoétoiles très jeunes faites par le télescope ALMA. Donc ALMA, c'est un télescope radio dans le désert d'Atacama au Chili. Et ces sources ici, elles ont toutes un âge inférieur à 100 000 ans, mais pourtant on se rend compte que la majorité de ces protoétoiles, elles sont entourées par des disques de gaz et de poussière. Et maintenant, si l'on observe des sources qui sont plus évoluées, donc qui ont évolué pendant quelques centaines de milliers d'années, voire même des millions d'années, eh bien on voit ça. On voit des structures en anneaux apparaître. Donc souvenez-vous ici de l'hypothèse de Laplace. Ce que l'on est en train d'observer ici, c'est vraiment des systèmes planétaires en pleine formation. Bon, aujourd'hui, les astronomes ils classifient les systèmes protostellaires selon leur distribution d'énergie spectrale. Donc c'est la quantité d'énergie qu'ils émettent par unité de longueur d'onde, avec une classification qui part de la classe 0 pour les protoétoiles les plus jeunes, donc qui sont encore en train de naître, jusqu'à la classe 3
pour les proto-étoiles qui s'apprêtent à rentrer dans la séquence principale et qui donc vont devenir des vraies étoiles adultes. Donc, dans la phase classe 0, la proto-étoile elle est toujours très profondément enfouie à l'intérieur d'un cocon de gaz et de poussière. Et cette enveloppe de matière va absorber son rayonnement et va la réémettre à des longueurs d'onde qui sont plus longues. Et donc on observe les systèmes classe 0 principalement dans le domaine de l'infrarouge lointain et dans le radio. Mais avec l'avancée du temps, eh bien, on a une partie de cette matière qui entoure le système qui va être accrétée par la proto-étoile et par le disque. Et donc on commence à voir les émissions propres de la proto-étoile ainsi qu'un excès en infrarouge émis par le disque protoplanétaire. Et ensuite, encore une fois, plus le temps avance, plus le système devient facile à observer. Et donc les meilleures contraintes observationnelles que l'on a maintenant sont sur les systèmes évolués. Et aujourd'hui, je vais principalement vous présenter des systèmes qui sont dans la classe 0, donc vraiment les tout premiers moments de la formation stellaire. Donc passons maintenant à un regard plus théorique de la formation stellaire. Supposons que l'on a un nuage moléculaire qui est gravitationnellement instable et qui s'apprête à s'effondrer. Ce nuage, il est fait en 3/4 d'hydrogène sous forme moléculaire. Donc on a 2 atomes d'hydrogène qui forment une molécule de dihydrogène, et en 1/4 d'hélium avec des éléments avec quelques traces d'éléments plus lourds, donc de poussière. Donc on va suivre l'effondrement de ce nuage avec ce diagramme ici qui montre la température centrale en fonction de la densité. La densité qui, dans un contexte d'un effondrement, est analogue au temps. La première partie de cet effondrement, elle est isotherme, parce que l'énergie compressive qui est générée par la contraction gravitationnelle est immédiatement rayonnée dans l'infrarouge par la poussière. Donc la température, elle reste constante, tandis que la densité augmente. Sauf qu'au bout d'un moment, la densité augmente au point où le gaz devient optiquement épais à son propre rayonnement. Donc les photons ils ne parviennent plus à s'échapper, et donc le gaz se met à chauffer de manière adiabatique. Et avec le chauffage, eh bien, le support thermique du gaz augmente, et on forme un premier cœur à l'équilibre hydrostatique, que l'on nomme le premier cœur de Larson, après la personne qui a découvert cette séquence. Donc ce premier cœur de Larson, il a une taille caractéristique de 5 unités astronomiques, donc c'est à peu près l'orbite de Jupiter. Et il va continuer d'accréter de la matière de ses environs. Et donc, il va continuer de contracter de manière adiabatique jusqu'au moment où sa température atteint 2000 degrés Kelvin. Et à ce moment-là, eh bien, le dihydrogène se met à se dissocier. Donc, on a une molécule de dihydrogène qui se brise en deux pour former 2 atomes d'hydrogène. Sauf que ce processus, il est endotherme, il consomme de l'énergie. Il nous faut à peu près 4,5 électronvolts d'énergie pour chaque molécule. Et donc, l'énergie de liaison gravitationnelle qui autrement était injectée dans le budget d'énergie thermique du gaz se retrouve maintenant consommée par le processus de dissociation. Et donc, le premier cœur de Larson, il perd son support thermique face à la gravité. Et donc, on rentre dans une seconde phase d'effondrement, un effondrement qui est bien plus dynamique, bien plus violent que le premier. Le temps de chute libre du premier cœur, c'est à peu près 10 ans. Et une fois que le dihydrogène est pleinement dissocié, le chauffage adiabatique recommence, le support thermique augmente à nouveau, et on forme un second cœur en équilibre hydrostatique, le second cœur de Larson, qui est la proto-étoile. Cette proto-étoile, elle va continuer d'accréter de la matière de ses environs aussi, et un disque va se former autour, et ensuite le système va transiter à travers toute la classe empirique que je vous ai mentionnée précédemment. Donc on a cette séquence évolutive avec 2 effondrements distincts, et à chacun de ces 2 effondrements, la conservation du moment cinétique fait que la formation d'un disque est possible. Donc on a à peu près 25 ordres de grandeur en densité à traiter. Donc un nuage moléculaire, ça a une densité de 100 000 particules par centimètre cube. Ça peut paraître beaucoup, mais l'atmosphère terrestre, donc celle que l'on respire, elle a une densité de 10 puissance 19 particules par centimètre cube. Donc c'est un objet qui est extrêmement diffus et extrêmement étendu également. Ce processus, il
il se déroule sur 8 ordres de grandeur en étendue spatiale. Donc les nuages moléculaires, ils font des tailles de quelques dizaines d'années-lumière, et les parties qui sont en effondrement se mesurent en quelques dizaines de milliers d'unités astronomiques. Et ensuite, la protoétoile qui se forme, elle fait à peu près une demi-centième d'unité astronomique. Donc c'est une étendue d'échelle qui est... une dynamique d'échelle qui est très étendue. Et donc, on se pose la question de quelle physique doit-on prendre en compte pour décrire tout ce processus. Eh bien, comme on décrit des fluides qui sont en effondrement, il faut bien évidemment prendre en compte la physique de l'hydrodynamique autogravitante, et j'ai bien souligné l'importance du refroidissement par la poussière, et donc il faut prendre en compte également le transfert radiatif avec une équation d'état qui est suffisamment réaliste pour prendre en compte toutes ces transitions de phase. Mais avant de rentrer dans les modèles complexes, trois-dimensionnels numériques qui sont au cœur de ma présentation aujourd'hui, eh bien, permettez-moi de vous présenter assez rapidement les modèles simplifiés, unidimensionnels. Et bien qu'ils soient simplifiés, ces modèles, ce qu'ils nous permettent de faire, c'est de bien appréhender la physique qui est en jeu. Donc, pour décrire la naissance d'un disque protoplanétaire en 1D, on va faire plusieurs approximations. La première étant que le disque est axisymétrique, ce qui nous permet de moyenner sur la structure azimutale. Et deuxièmement, que le disque est géométriquement fin, c'est-à-dire que son échelle de hauteur de pression est bien inférieure à sa taille. Et ensuite, on va invoquer la conservation de la masse et du moment cinétique, et on se retrouve avec cette équation pour décrire l'évolution du profil de densité du disque au cours du temps. Et cette équation, elle comprend deux termes, nu et s. Nu, ça représente la viscosité effective du disque. Donc à l'intérieur du disque, on a des mécanismes de transport de moment cinétique qui sont capables de faire bouger la matière au sein du disque. Donc, un disque, c'est de la matière qui est en rotation, donc si l'on perd du moment cinétique, eh bien, on ralentit dans sa rotation et donc on bouge en rayon. Et ces mécanismes, ils peuvent avoir plusieurs origines. Ça peut être lié à la turbulence à l'intérieur du disque, ça peut être lié aux instabilités gravitationnelles ou même au champ magnétique. Et ici, on fait abstraction du mécanisme précis. On va tout simplement le paramétriser par cette grandeur alpha qui représente un coefficient de proportionnalité entre la viscosité effective du disque et ses propriétés. Ensuite, S, le terme source, lui représente l'ajout de matière dans le disque. Donc, il comprend M point, qui représente le taux d'accrétion sur le disque, donc quelle est la quantité de matière qu'on rajoute sur le disque par unité de temps à un instant donné, et RC, qui est le rayon centrifuge. Donc ici, on va faire l'hypothèse que la matière qui est accrétée par le disque va venir se déposer à un endroit où elle peut se mettre en orbite keplérienne autour de l'étoile, c'est-à-dire un endroit où la force centrifuge liée à sa rotation lui permet de contrer la gravité de l'étoile. Donc pour décrire l'évolution d'un disque protoplanétaire, vous voyez qu'il faut qu'on contraigne deux choses. D'une part, il faut contraindre la physique au sein même du disque, donc identifier les mécanismes qui sont capables de générer de la turbulence, caractériser la nature de cette turbulence et son efficacité dans le transport du moment cinétique, de même pour les instabilités gravitationnelles et le champ magnétique. Et d'autre part, il faut contraindre la physique de l'effondrement, qui, elle, va dicter la quantité de matière qui est rajoutée dans le disque, ainsi que le contenu en moment cinétique de cette matière injectée. Donc, regardons un exemple d'une étude unidimensionnelle qui date d'il y a 20 ans maintenant. Donc, ici, les auteurs ils font plusieurs hypothèses. La première étant que cette grandeur alpha est de l'ordre de 10-2. Et cet ordre de grandeur il vient des estimations des temps de vie des disques. Pour disperser un disque protoplanétaire en quelques millions d'années, qui sont les estimations que l'on a de leur temps de vie, il faut alpha de cet ordre de grandeur ici. Et ensuite, les auteurs ils supposent que le disque il est enfoui à l'intérieur d'un nuage moléculaire qui est quasiment à l'équilibre hydrostatique, mais pas tout à fait, parce qu'il est en effondrement, et qui est en rotation solide. Donc deux conséquences. Premièrement, le taux d'accrétion il tend de manière asymptomatique vers CS³ sur G, CS étant la vitesse du son dans le nuage. Et ensuite, comme il est en rotation solide, le rayon centrifuge va évoluer selon cette formule ici. Donc ici, il considère que le moment cinétique du nuage est conservé durant l'effondrement. Donc le gaz qui tombe des régions
très interne sur le disque. Donc en premier, eh bien, il va contenir moins de moments cinétiques que le gaz qui tombe plus tard, qui lui provient de plus loin. Et ça, c'est tout simplement parce que le moment cinétique est proportionnel au rayon au carré. Donc, voici le résultat. J'aimerais attirer votre attention sur cette courbe ici, un pointillé qui représente la taille du disque en fonction du temps. Vous avez l'axe ici pour la taille du disque. Et plus particulièrement, j'aimerais attirer votre attention à la taille du disque à 100 000 ans. Parce que 100 000 ans, c'est à peu près l'âge de transition d'un disque en classe 0, donc très très jeune, à un disque en classe 1, qu'on commence à voir maintenant dans les observations. Et les auteurs, ils trouvent que ce disque, comme le moment cinétique du nuage est conservé, eh bien, il fait une taille de 200 unités astronomiques. Sauf que maintenant, on a des instruments qui sont suffisamment développés pour pouvoir sonder la taille des disques dans la classe 0, donc les disques les plus jeunes. Et on a des résultats observationnels. Et ici, vous avez un sondage qui date de 2019, donc c'est quand même très récent. Vous avez la taille des disques en fonction de leur luminosité. Bon, leur luminosité, ça ne nous intéresse pas beaucoup ici, c'est vraiment que la taille. Et surtout, c'est les points rouges qui, eux, représentent les sources qui ont un âge inférieur à 100 000 ans. Et ici, un résultat très important, c'est que ces disques, ils ont une taille médiane de 50 unités astronomiques. Et 75% des disques qui ont un âge inférieur à 100 000 ans ont une taille qui est inférieure à 60 unités astronomiques. Donc, si le moment cinétique est conservé, on forme des disques qui sont beaucoup trop gros pour être en accord avec les observations. Et donc, il faut réduire le moment cinétique durant l'effondrement. Et aujourd'hui, les modèles unidimensionnels les plus avancés, eh bien, ils ont besoin d'une combinaison de deux choses. Premièrement, il faut que ce paramètre alpha, qui représente l'efficacité du transport du moment cinétique au sein du disque, soit très grand. Donc, il faut un transport du moment cinétique très vigoureux. Et ça, c'est pour étaler le disque sur des échelles de temps suffisamment courtes pour pouvoir condenser les CAI. Et deuxièmement, il faut que le rayon centrifuge soit petit. Donc il faut que la matière qui arrive sur le disque ait un moment cinétique qui est suffisamment faible pour que ce gaz arrive proche de l'étoile. Donc, revenons à notre séquence évolutive. Et aujourd'hui, avec l'avancée de la puissance de calcul dans nos supercalculateurs, on est capable de prendre en compte quelque chose que l'on n'avait pas avant, qui sont les champs magnétiques. Donc, souvenez-vous de cette image du James Webb. Ce que l'on voit ici au niveau des pôles, c'est des éjectats de matière qui sont lancés magnétiquement. Donc, on sait que les champs magnétiques sont en jeu dans le processus de formation stellaire, et on sait que dynamiquement, ils sont très importants. Donc pour les prendre en compte, maintenant, on va revenir sur des équations de premier principe. On va invoquer la conservation de masse, de quantité de mouvement, d'énergie. On va invoquer une équation l'équation de Poisson pour l'autogravité, et une équation d'induction pour décrire l'évolution du champ magnétique au cours du temps. Donc ça, c'est les équations de la MHD. Et on va prendre une grille numérique sur laquelle on va résoudre cette équation. Donc maintenant, on passe dans le domaine des expériences numériques. En formation stellaire, comme je vous l'ai dit, on a une dynamique d'échelle qui est extrêmement étendue, donc qui est assez inaccessible pour la physique de laboratoire. Donc on est obligé, pour comprendre comment se forment les étoiles, de faire des simulations. Donc alors attention, ici, c'est la MHD que l'on appelle idéale. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Donc voici un exemple d'une simulation 3-dimensionnelle avec champ magnétique. Donc à gauche, vous avez une simulation sans champ magnétique, donc une simulation hydrodynamique. Vous avez une étoile qui va se former au centre avec un disque assez gros. Et maintenant, comme on est en 3D, eh bien, on est capable de décrire des phénomènes comme la fragmentation de ces disques et donc la formation de systèmes multiples. Et à droite, vous avez une expérience avec champ magnétique. Et vous voyez qu'on a une évolution qui est complètement différente. On a tout simplement une protoétoile centrale avec des filaments de gaz dense qui la nourrissent. On a des jets qui sont lancés magnétiquement également. Mais par contre, on n'a pas de disque. Donc, tandis qu'en hydrodynamique,
on forme des disques qui sont beaucoup trop gros pour être en accord avec les observations. Et bien dans les cas magnétisés, on a le problème inverse, on forme des disques qui sont beaucoup trop petits, voire même inexistants. Et vous l'aurez vu venir, il faut que l'on prenne en compte des champs magnétiques qui sont non idéaux. Donc en fait, dans un nuage moléculaire, la grande majorité de la masse n'est pas chargée, elle est neutre. Donc la force de Lorentz, qui vient du champ magnétique, ne peut pas s'appliquer à la majorité de la matière. Mais la poussière, souvenez-vous qui représente que 1% du contenu en masse du nuage, elle est chargée. Et donc elle peut ressentir la force de Lorentz. Et donc à travers les interactions entre la poussière et le gaz va ressentir de manière indirecte la force de Lorentz et donc le champ magnétique. Sauf que durant un effondrement, eh bien, la poussière et le gaz, à un moment donné, se découplent. C'est vers les densités du premier quart de Larsen que ça se produit. Et donc le champ magnétique ne peut plus se coupler au gaz de manière très efficace. Et donc on a un phénomène que l'on appelle de la résistivité magnétique, qui vient justement de ce découplage des espèces neutres et des espèces chargées dans le fluide. Donc voici ici une simulation numérique qui prend en compte justement ces effets de résistivité magnétique. Donc j'attire votre attention sur cet histogramme ici qui représente l'intensité du champ magnétique en fonction de la densité. Donc vous avez deux simulations, une en MHD idéal et en bleu ici vous avez la simulation avec MHD résistive. Donc la première étape de l'effondrement, on est dans l'approximation MHD idéale parce que la poussière et le gaz sont parfaitement couplés. Et donc l'intensité du champ magnétique augmente avec la contraction du gaz. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, il y a un découplage et le champ magnétique a un plateau aux alentours de 0,1 Gauss, un peu avant la formation du premier quart. Et ça, c'est important parce que le champ magnétique, il est capable d'extraire du moment cinétique par freinage magnétique. Donc en fait, les lignes de champ magnétique vont résister tous les mouvements de compression et de contorsion que le gaz essaye d'y infliger. Et donc, à cause de ce découplage entre le champ magnétique et le gaz, eh bien, le champ magnétique n'arrive plus à extraire le moment cinétique. Et donc l'intensité du freinage magnétique est réduite, et donc on a beaucoup plus de moment cinétique qui va survivre dans les simulations qui prennent en compte la résistivité magnétique. Et donc ici, vous avez une protoétoile formée dans une simulation en MHD idéal. Vous avez tout simplement un objet central sans disque, alors qu'ici, vous avez une protoétoile qui a été formée dans la simulation avec résistivité. Et ici, ce que vous voyez, c'est une protoétoile qui est en rotation et qui donc traîne les lignes de champ magnétique avec elle. Et donc cette configuration ici est capable de former un disque protoplanétaire. Celle-ci ne l'est pas. Et effectivement, les auteurs ici parviennent à former un disque, mais au bout de 30 jours après la naissance de l'étoile. Et ils se sont arrêtés ici, tout simplement parce que les simulations devenaient beaucoup trop coûteuses. Donc, moi, quand j'ai commencé ma thèse, ce genre de simulation, c'était l'état de l'art. Donc, on était capable de simuler les deux effondrements et la naissance de l'étoile. Et ce que je voulais faire, c'était pousser ces simulations aussi loin dans le temps que possible pour pouvoir simuler également la naissance d'un disque circumstellaire autour de cette étoile. Donc pour ça, j'ai utilisé un code à résolution adaptative. Donc souvenez-vous, une dynamique d'échelle impressionnante. Dans un code, il faut qu'on ait de la résolution de manière sélective pour pouvoir s'attaquer à ce problème. Donc on va augmenter la résolution dans les régions qui nous intéressent, c'est-à-dire les régions qui sont en effondrement. Donc pour ça, c'est ce que vous voyez dans ce schéma ici. Là où il y a du gaz dense, eh bien, le code, de manière adaptative, va automatiquement augmenter la résolution dans ces régions. Donc il y a une complexité algorithmique ici qui est assez impressionnante. Ce n'est pas une personne qui, par elle-même, va pouvoir rédiger un code qui est capable de simuler la naissance d'une étoile. C'est vraiment des efforts communautaires. Et en astrophysique, on a ce code, en particulier Ramsès, qui est en développement depuis 2002,
Donc il y a eu des dizaines de personnes qui ont contribué et plein de laboratoires également. Donc c'est vraiment un effort communautaire. Donc ça, c'est une de mes simulations à moi, et je vais vous illustrer la dynamique d'échelle qui est traitée dedans. Donc vous avez la densité de colonnes, donc la quantité de matière qu'il y a dans la boîte, dans notre ligne de visée. Et ces contours blancs ici, c'est les contours de résolution. Donc à chaque fois que l'on rentre dans un nouveau contour, la résolution de la simulation augmente d'un facteur 2. Donc on va partir de l'échelle d'un nuage, et on va progressivement zoomer, donc on simule l'effondrement, on descend jusqu'à l'échelle du premier cœur de Larsen. Et au bout d'un moment, le premier cœur de Larsen, lui aussi, subit un effondrement, donc on continue de zoomer de quelques milliers d'unités astronomiques jusqu'à l'échelle d'une protoétoile. Donc cette protoétoile, une fois qu'elle est formée, je vais suivre son évolution dans le temps. Donc ici, vous avez une animation qui montre le premier mois de la protoétoile. Donc vous avez l'échelle de temps ici. Donc l'équilibre hydrostatique est atteint, la protoétoile se forme et elle se met immédiatement à accréter de la matière de ses environs. Et en accrétant, elle accrète également du moment cinétique. Elle tourne de plus en plus vite. Donc c'est pour ça que vous la voyez non seulement grossir, mais également s'aplatir dans le temps. Maintenant, si on la laisse, si on regarde l'évolution sur des temps encore plus longs que le mois, vous avez ça. Ça, c'est des images qui montrent la densité. Chaque colonne, c'est un temps différent. Et ici, vous voyez qu'au bout de 3 mois, à peu près, eh bien, on forme une structure qui ressemble à un disque circumstellaire autour de cette étoile. Et si on regarde en rendu 3-dimensionnel de cette structure, eh bien, on s'aperçoit que c'est un disque qui est très dense, qui est très chaud également. On a des températures qui sont supérieures à 2000 degrés Kelvin et pas du tout symétriques. Ici, on rentre dans des niveaux de détail et de complexité que l'on n'avait bien évidemment pas dans les modèles unidimensionnels. Maintenant, pour comprendre comment ce disque s'est formé, on va revenir dans le temps, au moment de la naissance de l'étoile. Ce que je vous montre ici au-dessus, c'est des images qui montrent le flux radiatif qui est émis par le gaz à un endroit donné. Donc, le flux radiatif, c'est une quantité assez importante parce que au niveau des discontinuités dans un écoulement, donc par exemple un choc d'accrétion, donc une surface d'une étoile, eh bien, une partie du moment cinétique du gaz qui arrive va être émis en rayonnement. Et donc c'est ce que vous voyez ici dans ce cercle assez brillant. Ça, c'est vraiment la frontière de la protoétoile qui est en train de rayonner l'énergie cinétique du gaz qu'elle accrète. Donc ici, vous voyez que la protoétoile, elle est plutôt sphérique au moment de sa naissance et elle fait 2×10-3 masses solaires à peu près. Et en dessous, ce que je vous montre, c'est une distribution de vitesse azimutale normalisée par la vitesse d'échappement. Donc la vitesse d'échappement, c'est la vitesse critique pour laquelle la force centrifuge liée à la rotation du gaz devient supérieure à la gravité de l'étoile. Donc ici, vous voyez que la protoétoile, elle tourne au moment de sa naissance, elle a du moment cinétique, mais elle est bien en dessous de la vitesse d'échappement. Voici à quoi elle ressemble une semaine après sa naissance. Elle a doublé en masse, et avec cette masse est venu encore plus de moments cinétiques, et donc l'étoile tourne encore plus vite que précédemment, mais elle est encore en dessous de la vitesse d'échappement. Et au bout de 2 mois, à peu près, la masse presque double encore, et cette fois-ci, vous voyez qu'on a des éléments de la surface de l'étoile qui ont une vitesse de rotation qui est supérieure à la vitesse d'échappement. Et donc, cette matière est obligée de migrer vers l'extérieur. Et l'accrétion du reste du premier cœur assure que l'on a un flux continu de matière avec une vitesse qui est supérieure à la vitesse d'échappement. Donc, le disque que je vous ai montré, il s'est formé par rupture rotationnelle de la protoétoile. Il s'est formé parce qu'à sa naissance, la protoétoile tournait tellement vite que des éléments de sa surface ont été éjectés. Donc ça, c'est très intéressant pour la formation des CAI, parce que ce que l'on a, c'est du gaz qui a subi des températures extrêmes, donc supérieures à quelques milliers de degrés Kelvin, et qui maintenant se retrouve obligé de migrer vers l'extérieur. Donc maintenant, on a 2 questions. La première,
étant avec quelle rapidité va-t-il migrer vers l'extérieur, et la deuxième étant jusqu'où. C'est ce que je vais vous montrer avec cette animation ici, mais juste avant que je vous montre l'animation, permettez-moi de vous expliquer ce que vous allez voir dedans. Donc la surface bleue, c'est la surface du disque. En vert, vous avez la surface de l'étoile. En blanc, c'est des lignes de champ du vecteur vitesse qui est censé illustrer l'accrétion au niveau des pôles par la protoétoile. Et les images, c'est des coupes transversales qui montrent le flux radiatif. Donc au moment de sa naissance, enfin la naissance du disque cette fois-ci, vous voyez, on a un tout petit disque, donc vraiment la toute première matière qui a été éjectée de la surface de l'étoile. Et on va suivre son évolution dans le temps. Donc regardez ici également pour avoir le temps. Donc vous voyez à quel point c'est dynamique. On a un disque qui, en 1 an et demi, atteint à peu près une taille de 0,5 unités astronomiques et qui engloutit complètement la protoétoile. Donc ça, c'est un étalement radial du disque qui est extrêmement efficace, non seulement en temps, mais aussi en rayon. Et donc, ce que je vous avais montré ici, c'était un seul modèle, mais j'ai fait tourner ces simulations pour plusieurs modèles différents, avec des conditions initiales différentes, donc des nuages moléculaires différents. Mais une fois que l'on forme le disque, eh bien, vous voyez qu'il suit toujours la même tendance après la naissance de l'étoile. Ici, vous avez sa taille. On a un disque qui grossit de manière très rapide. Et j'insiste encore une fois ici, on est en train de simuler les premières années après la naissance de l'étoile. Donc ça, c'est grâce à l'avancée de la puissance de calcul de nos supercalculateurs. Et vous voyez ici que dans mon modèle le plus évolué, eh bien, en 6 ans, on a un disque qui atteint une taille de 2 unités astronomiques. Donc c'est assez impressionnant. Et tout le long de son étalement, eh bien, ce disque il continue d'accréter de la matière. Hein. Et ici, vous avez une animation qui est statique en temps. Ce que vous voyez, c'est le champ vecteur vitesse qui a été animé. Donc ça nous permet de voir comment ce disque il accrète. Eh bien, ce qu'on aperçoit ici, c'est que l'accrétion est proche de l'étoile. Vous avez le gaz qui arrive sur la surface du disque et qui glisse sur la surface du disque pour ensuite arriver dans la protoétoile, où il va ensuite pouvoir s'étaler vers l'extérieur. Donc, pendant ces 6 ans d'évolution ici, eh bien, on amène du gaz à l'intérieur de la protoétoile avant qu'il puisse s'étaler vers l'extérieur. Donc, on a un flux continu de matière qui subit des très hautes températures. Bon, là, ce que je vous ai montré, c'est un mécanisme qui est capable d'expliquer le transport donc des inclusions réfractaires. Il y a d'autres mécanismes également. Donc, souvenez-vous, je vous ai parlé d'éjecta de matière. Donc, il y a 2 mécanismes qui sont capables de lancer des jets. On a des mécanismes magnétiques, donc magnétocentrifuge, où la composante toroïdale du champ fait que le gaz est propulsé vers l'extérieur. Et on a également le mécanisme de la tour magnétique. Essentiellement, quand vous formez votre protoétoile, vous avez un gradient de pression magnétique qui est très important. Et donc, ça fait une sorte de structure en bobine du champ magnétique qui est capable d'accélérer le gaz à des vitesses supersoniques et le rééjecter à des distances plus longues. Et ça, on le voit également dans les simulations de naissance de protoétoiles. Ici, vous avez un modèle 3D magnétique. Et ce que vous voyez ici, c'est que vraiment, tout près de l'étoile, on a du gaz qui est éjecté. Et si vous regardez à des échelles plus grandes, eh bien, vous voyez qu'il est éjecté à des distances qui sont vraiment très très longues. Donc revenons sur cette image du James Webb. On a bien évidemment une partie de ce gaz qui va être rééjecté dans le milieu interstellaire, donc qui va quitter complètement le système, mais une autre partie qui va pouvoir retomber et donc rejoindre le disque. Et l'avantage de ce mécanisme, c'est qu'il est extrêmement rapide. Donc on a des vitesses qui sont supérieures à quelques dizaines de kilomètres par seconde, et donc qui sont capables de transporter le gaz à des grandes distances sur des temps très très courts.
Et bien sûr, il faut savoir maintenant si les inclusions réfractaires qui se sont condensées dans le gaz sont capables d'être transportées également par le jet. Et bien ça, c'est ce qu'on va voir dans cette simulation ici, qui est deux-dimensionnelle et qui n'a pas de champ magnétique, mais par contre, elle a du transfert radiatif. Et donc, dans cette simulation, ce que vous allez voir, c'est un jet qui est lancé thermiquement. Donc, c'est encore un autre mécanisme que les jets magnétiques. Essentiellement, ce que vous avez, c'est la protoétoile qui, par son rayonnement, va chauffer le gaz qui l'entoure, et donc il va créer un gradient de pression thermique, et ce gradient de pression thermique, il est capable d'accélérer le gaz et le propulser. Donc, je vais attirer votre attention ici sur ce cadran ici en haut à gauche, qui montre l'emplacement des particules de poussière. Donc, la dynamique de cette particule de poussière est simulée dans ces modèles. Et donc ici, ils vont résoudre la naissance de l'étoile, la naissance du disque autour de l'étoile et le début du jet. Et ici, vous allez voir la poussière qui va être entraînée par le jet et propulsée vers l'extérieur. Et donc, bien sûr, une partie de cette poussière va ensuite retomber. Donc, jusqu'à présent, je vous ai montré des modèles qui s'arrêtent à la naissance de l'étoile ou qui s'arrêtent quelques années, voire quelques dizaines d'années après la naissance de l'étoile. Sauf que les disques, on sait qu'ils se dispersent en quelques millions d'années. Donc il faut du moins être capable de simuler les premiers 100 000 ans après la naissance de l'étoile. Sauf que c'est assez compliqué à faire, malheureusement. Si on simule que quelques années après la naissance de l'étoile, c'est parce qu'on n'a tout simplement pas les moyens de calcul. C'est des simulations extrêmement coûteuses. On est obligé de descendre à des pas de temps qui sont de l'ordre de quelques dizaines de secondes, parce qu'on est en train de résoudre vraiment la protoétoile, donc du gaz très dense et très chaud. Et donc ce que l'on va faire maintenant, c'est tricher, tout simplement. On ne va plus simuler la naissance de l'étoile. Ce qu'on va faire, c'est la remplacer par une particule puits. Donc c'est une particule qui est censée représenter l'étoile, que l'on introduit dans nos modèles numériques, qui va remplacer tout ce qui est en dessous de l'unité astronomique, et qui va accréter du gaz, qui va rayonner, et qui va représenter un puits gravitationnel, d'où le nom particule puits. Donc c'est bien sûr une méthode qui introduit des artefacts numériques, mais par faute de moyens, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Donc voici un exemple d'une de ces simulations qui a été faite par Benoît Commerson, un collègue au CRAL. Donc vous avez un disque ici qui s'est formé dans cette simulation, et on est capable maintenant de suivre l'évolution de ce disque, non pas sur des années, mais sur des milliers d'années maintenant, voire même des dizaines de milliers d'années. Et donc maintenant, grâce aux ordinateurs, on est capable de modéliser l'évolution d'un disque protoplanétaire alors qu'il est encore enfoui à l'intérieur de son cocon de gaz et de poussière. Et vous voyez ici, dans ce modèle, on a une accrétion sur le disque qui est extrêmement chaotique. Okay, donc on voit ces filaments de gaz qui arrivent sur la surface du disque à des endroits différents, à des moments différents. On a la taille du disque qui varie au cours du temps. Donc il grossit par certains moments, il se rétrécit par d'autres. Donc on est vraiment sur quelque chose de non monotone, de très anisotrope et très, très complexe à décrire par des modèles analytiques. Mais par contre, grâce au champ magnétique, eh bien, on arrive sur un résultat qui est assez robuste, qui est le fait que la taille du disque, cette fois-ci, ne grossit pas à des tailles de 200 unités astronomiques comme dans les modèles où le moment cinétique est conservé. Et ça, encore une fois, c'est grâce au champ magnétique. Et on a des modèles qui sont capables d'expliquer ça, des modèles analytiques, donc le modèle de NEPEL 2016, qui prédit que la taille des disques ne dépend pas de la quantité de moment cinétique du nuage. Et ça peut paraître contre-intuitif, mais ça, c'est une conséquence du freinage magnétique. Plus il y a du moment cinétique dans le nuage, plus la composante rotationnelle du champ magnétique est importante, la composante toroïdale, et c'est cette composante-là qui est responsable du freinage magnétique. Donc on a une autorégulation de la taille du disque par les champs magnétiques, et on garde des disques qui ont une taille ici de l'ordre de 25 unités astronomiques. Et donc la taille du disque va uniquement dépendre donc, de
des résistivités magnétiques, souvenez-vous du couplage entre le champ magnétique et le gaz, de l'intensité du champ magnétique et de la masse du disque et de l'étoile. Bon, du coup, pour conclure maintenant, eh bien, on a identifié donc, dans le processus de formation stellaire 2 mécanismes qui sont a priori capables de transporter les CAI suffisamment rapidement et de manière suffisamment vigoureuse. Donc, on a dans un premier temps l'effondrement du premier corps de Larsen, qui donne naissance à un disque autour de la protoétoile, un disque qui va évoluer de manière très dynamique, il va s'étaler radialement de manière très efficace, et donc le gaz ici va pouvoir condenser en quelques années. Et non seulement ça, mais on a également tout le long de l'effondrement du premier corps de Larsen un biais d'accrétion vers les régions très internes du système. On continue d'alimenter la protoétoile en matière, donc la matière tombe proche, principalement proche de la protoétoile. Et non seulement a-t-on cet étalement radial suite à l'effondrement du premier corps, mais on a également les jets qui sont capables de transporter la matière vers l'extérieur. Et une fois que ce disque s'est formé après l'effondrement du premier corps, eh bien, son étalement il peut être maintenu par cette accrétion très complexe que je vous ai montrée pendant la phase de classe 0. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va générer de la turbulence de manière très efficace au sein du disque, ce qui va provoquer davantage de transport de moments cinétiques, et donc maintenir l'étalement non pas à 2 ou 3 unités astronomiques, mais encore plus loin. Et voilà. Donc, plus tard, donc, dans les prochains cours, le professeur il va vous parler de composition isotopique des météorites. Et ça va introduire davantage de contraintes sur ces modèles. Et en tout cas, voilà, avec l'avancée assez impressionnante de nos instruments, donc c'est une prouesse technique, et l'avancée également de la complexité de nos algorithmes, et de la puissance de nos supercalculateurs, tout ça, ça fait que c'est une période assez fascinante pour travailler dans le domaine. Et maintenant, avec ces très belles contraintes qui viennent du record cosmochimique, eh bien, on va pouvoir en apprendre encore plus sur l'origine du système solaire et donc sur nos origines à nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci Hernan pour ce séminaire de très haute qualité. Je suis en train de penser que si la place qui repose au Panthéon pouvait t'écouter, il serait complètement émerveillé. La place, c'est celui qui a conçu l'idée qu'autour des étoiles devait y avoir des disques. Et donc voilà, vous comprenez pourquoi je tenais à avoir ce séminaire, parce que bon, c'est vraiment la recherche en train de se faire, mais vraiment pour la première fois, on arrive à avoir une idée de ce qui se passe dans les quelques dixièmes d'unités astronomiques là, qui sont échantillonnés par les CAI en formation. On voit cette expansion du disque sur les premières unités astronomiques, sur une échelle de temps de l'année. Donc je vous disais, des temps de refroidissement de l'ordre de 3 ans, il faut pour bloquer la condensation des CAI. Or, si les disques s'étalent d'un dixième d'unité astronomique à une unité astronomique en 1 an, c'est ce que vous avez. Donc voilà, ça commence vraiment à parler avec les contraintes cosmochimiques qu'on voit grâce aux CAI et les météorites. Je suis sûr que ce type de séminaire peut donner beaucoup d'idées aussi aux chercheurs qui sont dans la salle. Donc merci beaucoup.